Le gouvernement a adopté le texte dans sa version actuelle. Les 400 remarques du Conseil d'État sur la durée normale. Il y a une durée normale du travail maintenant. On ne sait pas si elle est légale, si elle est maximale et normale. Pour moi, c'était les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. C'était ça la durée normale. Maintenant, on ne sait pas bien. Elle peut être variée puisqu'elle va être soumise à négociation. Le Conseil d'État dit c'est une notion inhabituelle, mais on peut la laisser. Pas plus de commentaires. Pour les transferts de contrats de travail qui sont censés suivre les transferts d'activité, le Conseil d'État dit la même chose, que ça continue. Pour le forfait jour, le Conseil d'État ne condamne pas du tout le fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire. Il fait seulement remarquer que ce n'est pas assez normatif. Quatrièmement, sur la définition du licenciement pour motif économique, tout ce qu'il y a dans le texte est bon pour le Conseil d'État. Pour le travail légal, il conseille de mettre en garde l'État français de ne pas trop mettre à contribution les entreprises qui détachent des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, accepter le système qui permet de payer les salariés moins cher en termes de cotisation sociale. Et sur la médecine du travail, le Conseil d'État fait une remarque en disant que peut-être ça ne va pas assez loin parce qu'il y aurait nécessité de concentrer les moyens de la médecine du travail. Remarque, pourquoi ne pas limiter au grand chantier l'utilisation des garde-corps pour les échafaudages? Une façon de concentrer. C'est 5 remarques, et puis le texte est placé comme ça. Ils n'ont visiblement pas changé depuis qu'ils se sont mis d'accord avec la direction de la CFDT, de la FAGE et le MEDEF. Le MEDEF joue un rôle de comédiante, tragédiante, pour faire semblant. Mais la totalité du texte qui nous est soumis correspond au projet de Valls en septembre dernier, quand il avait dit « ce ne sera pas une réformette, ce sera une révolution ». En vérité, c'est une contre-révolution. Avec un siècle de droit du travail, et là je partage totalement tout ce qu'a dit, c'est la première fois qu'on est côte à côte et que je t'entends parler, à 100% ton intervention. Le droit du travail, c'est l'état de droit dans l'entreprise, c'est l'ordre public social, c'est les lois de la République qui l'emportent sur le marché. Normalement, le droit du travail devrait être constitutif du droit de la concurrence et non pas exclu du droit de la concurrence. Pour une raison très simple, la France est membre de l'OIT, Organisation internationale du travail. 140 pays participent. Nous militons donc, normalement, pour qu'il y ait un droit universel du travail. Pour que le droit des enfants, le droit des femmes, les durées du travail, les droits syndicaux, la protection face aux accidents, les droits à la retraite, etc., soient développés sur l'ensemble de la planète. Là, on nous propose une loi boutiquière pour que ça soit différent entre 3 rues du 3e arrondissement. C'est tout à fait contraire à l'esprit de l'Organisation internationale du travail. Et c'est comme ça que je me permets toujours de défendre le droit du travail comme un droit de la femme et de l'homme au travail. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, la Charte fondamentale des droits humains européenne de 99, les conventions internationales, notamment 81 et 158 de l'OIT, définissent des droits universels. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le métier. Parce qu'il s'agit de protéger l'humain dans l'entreprise, et non pas l'entreprise des humains. Et donc la vérité, c'est pour ça que je remonte toujours à la catastrophe de Courrières, 1906, parce que c'est là qu'est né le Code du travail à partir de décembre 1910, parce que ce jour-là, la catastrophe de Courrières, il y a eu 1099 morts. Et le patron s'est comporté comme un salopio. Il a dit reprenez le travail tout de suite, on arrête de chercher les survivants. Il avait des arguments très simples. Il disait le charbon polonais va arriver, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Puis après, il disait si vous ne mettez pas, j'ai plus de sous. Si vous ne reprenez pas le boulot, je mets la clé sous la porte. Les gens ont repris le boulot. On a trouvé 13 plus 1 survivants 14 jours après. Et la décision qui a été prise à l'époque, c'est de créer le ministère du Travail pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. C'est-à-dire que le droit du travail s'est constitué en opposition aux exigences des entreprises de productivité, de rentabilité, en opposition. Il s'agit de protéger celui qui vend sa force de travail par rapport à celui qui l'achète. Ils ont des intérêts contradictoires. L'un cherche à la vendre le plus cher possible, l'autre à l'acheter le moins cher possible. Il y a donc des lois, des règles pour codifier cela. Et depuis 1906 et 1910, on a construit le droit du travail. Alors il est fait de lutte et de larmes, de sueur et de sang, de négociations, de grèves, d'occupations, de débats parlementaires. Mais pendant un siècle, on le construit pour que l'entreprise respecte les humains qui sont en son sein. Et tout est cassé quand François Hollande, en septembre dernier, dit « Nous allons adapter le droit du travail aux besoins des entreprises ».
Moi, c'est ce que j'appelle une contre-révolution conceptuelle, historique, juridique, fondamentale, avec un siècle d'histoire du code. Et à partir de ce moment-là, on lit toute la loi El Khomri différemment, puisqu'elle est faite pour ça. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas la négocier, etc. C'est que tout est dans l'article 1. Les droits et libertés des travailleurs sont soumis au bon fonctionnement des entreprises. Et moi, je milite pour que le bon fonctionnement des entreprises soit soumis aux droits et libertés des travailleurs. Il n'y a pas de conciliation possible, c'est deux lignes opposées. Donc après, tout ce qu'on entend et ce qu'on nous dit ne tient pas debout. Je partage complètement la notion, évidemment, d'un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas d'égalité dans l'entreprise. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes subordonné. Le MEDEF a fait, il y a 3 ans, un colloque dans ses locaux de Wagram sur la soumission librement consentie. Un très mauvais anglais, c'était « compliance without pressure ». Mais l'idée était simple, c'était justement, puisqu'il y a une contrepartie à la subordination, ne parlons plus de subordination, vous acceptez d'être librement soumis, par conséquent, il n'y a plus besoin d'un code, d'un texte spécifique pour vous défendre. Alors bon, d'où toute l'offensive. Parisot l'avait dit, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail, elle avait presque tout dit. Gattaz a achevé quand il a dit l'année dernière, le code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Et puis donc, il s'attaque à l'obésité, à la grosseur, à la complexité, etc. du code. Ceci dit, dans ce pays, et quand même pour leur répondre, il y a une mémoire de poisson rouge sur le code du travail. Parce qu'il a déjà été réécrit entre 2004 et 2008. Ils ont prétendu à l'époque que c'était un droit constant, mais ce n'était pas vrai. Moi, j'ai fait un bouquin rien que là-dessus pour noter les 150 différences entre le code initial et les codes final. Mais il a été réécrit, ils ont enlevé à ce moment-là 10% du code, 1 500 000 signes, un livre sur 9. Ils ont diminué pratiquement de 500 lois. Et les lois restantes, ils les ont redécoupées en 3850 lois, en les renumérotant à 4 chiffres, alinéa par alinéa, ce qui donne l'impression qu'il y en a plus alors qu'il y en avait moins. Et à l'époque, quand ils ont fait ça entre décembre 2004 et le 1er mai 2008, ils ont crié victoire. Ils ont dit « Ah, on a réduit le code, ah, on a simplifié le code, ah, ça va mieux fonctionner ». Et le gars qui a fait ça s'appelle Jean-Denis Combrexel, à l'époque, et c'est le même qu'ils ont renommé pour réécrire le code jusqu'en 2018, avec une variante, c'est que le gars maintenant est au Conseil d'État, il préside la Chambre sociale, qui est chargée de donner les avis sur les lois et écrits qu'il a auparavant contribué à faire. Il n'y a aucune chance que le Conseil d'État s'oppose à ce que Combrexel a fait, quand c'est lui qui donne la réponse pour apprécier les résultats de ce qu'il a fait. La boucle est bouclée. Alors après, moi je partage tout ce qui a été dit là, sur le droit du licenciement, le référendum, puisque c'était un sujet de discussion. Il y a quand même un truc pour argumenter sur la démocratie. Les syndicats, quand ils sont élus pour être majoritaires, il faut qu'il y ait un quorum. Il faut le dire aux gens. Parce que ce n'est pas comme l'élection législative de dimanche dernier où il y a 20% de votants. Il faut qu'il y ait 50% de votants, il faut qu'il y ait un quorum. Et donc les syndicats majoritaires sont vraiment majoritaires. Et puis quand le syndicat minoritaire va poser la question au référendum, il va demander au patron, mais c'est le patron qui pose la question. Il sollicite le patron pour que le patron pose la question. Donc celui qui pose la question, souvent, a la réponse. Et ensuite, pour le référendum, mais il n'y a plus de quorum. C'est-à-dire que l'élection qui va être la plus démocratique est incontestablement celle qui va donner le pouvoir au syndicat majoritaire. Et le référendum, par définition, tel qu'il est formulé aujourd'hui, ne peut pas être aussi démocratique. Donc du point de vue même de la démocratie, on peut... Alors ensuite, après, Valls, vous savez, dans les pseudo-concessions qu'il a fait pour plaire au MEDEF, la dernière fois, avait dit, oui, mais quand on va discuter dans les petites entreprises, 97% des entreprises ont moins de 50 salariés. Seulement 3% ont plus de 50 salariés. Alors quand on va discuter dans les petites entreprises, il va y avoir deux choses. Il va y avoir un mandaté ou une décision collective. Alors le mandaté, les gens ne savent pas bien ce que c'est, mais ça avait commencé avec les 35 heures, moi j'étais déjà contre. Je me rappelle très bien comme inspecteur ce que c'était que de rentrer dans une entreprise et de dire, bon, où il est le syndicaliste? Mais il n'y a pas de syndicaliste chez nous. Mais si, j'ai un papier, là, il y a un accord signé entre un syndicaliste et l'employeur pour les 35 heures. Ah ben je ne suis pas au courant. Alors vous demandez dans l'emploi-entreprise, personne n'est au courant. Vous finissez par arriver dans le bureau du comptable et vous découvrez que c'était lui le mandaté, bien sûr. Quand ce n'est pas le neveu du patron, c'est le comptable, il n'y a jamais à se tromper. Et le mandaté en question, vous lui dites, vous êtes inspecteur, vous lui dites, mais c'est vous qui avez signé. Ah non, j'ai jamais rien signé.
Mais si, regardez, j'ai votre signature. Ah, c'est ce truc l'année dernière. Il m'a envoyé voir la CFTC, je me rappelle. Et j'ai signé, c'est comme ça qu'on a l'argent des 35 heures, bien sûr. Et donc, ça sera pareil sur les mandatés. Ce sera le mandaté du patron. Et ensuite, la deuxième chose, c'est décision collective. Qu'est-ce que c'est, décision collective? C'est la meute. Tous dans mon bureau, ou bien tous dans la salle de réunion. Et même pas le temps de vous asseoir, que le patron vous dit déjà, je ne peux plus payer à 25% les heures supplémentaires. C'est 10% maintenant, sinon je mets la clé sous la porte. Et il ne faut pas qu'il y ait un survivant. Parce que sinon, il se fait virer. Et alors maintenant, vous avez même des possibilités, puisqu'il n'y a pas que la majoration, vous avez la compensation. Alors, le mot compensation me plaît, parce que dans l'habillement, c'est quoi? Vous avez un blouson à la fin du mois. Moi, je connais 3 entreprises d'habillement dans le 3e arrondissement pour y avoir été pendant 15 ans. Je la vois, j'en vois une, 45 salariés. Ils sont encore c'est 4 rangées de 10, c'est une majorité de femmes, et la contre-maîtresse est sur une estrade comme ça pour les surveiller toute la journée quand ils travaillent. Je vois très bien comment il va faire le patron. Bon, c'est plus 25%, j'ai la possibilité, c'est 10%, c'est mieux pour l'entreprise, on va continuer à bosser. Vous êtes d'accord, il n'y a pas d'opposition? Il n'y aura aucune opposition. Et donc, en vérité, passeront de 25% à 10%. La boîte d'à côté, je la vois encore, c'est rue Mellet. Là, ils sont 35. Le patron, il va vouloir les payer, les 25%, parce qu'il dit, je suis comme ça, je paye bien mes salariés. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le banquier qui va se charger de lui faire comprendre. Il va venir lui dire, mais écoutez, monsieur, la marge que vous dégagez dans votre entreprise et le ratio entre le nombre de salariés que vous avez et le chiffre d'affaires qu'est le vôtre n'est pas bonne. Elle est en tout cas moins bonne que celui de vos voisins. Je ne vous donne pas leur nom, mais je connais bien. Et moi, banquier, je suis intéressé par la marge de vos voisins parce qu'elle me rapporte plus à moi-même que par celle que vous ne dégagez pas. Sachez que si vous avez une difficulté de trésorerie, la prochaine fois, je ne vous aiderai pas si vous ne faites pas un effort. Et le patron qui ne veut pas descendre de 25% à 10%, il va descendre à 10% parce que sinon, il perd par rapport à l'autre. Quant la troisième boîte que je connais de 15%, rue Mellet, le gars, il va donner un blouson tout de suite à la fin du mois. Et vous avez introduit rue Mellet, rue Notre-Dame-de-Nazareth ou rue Saint-Martin, une entreprise de Cracovie, une de Bucarest et une autre de Prague. Vous avez introduit le dumping social en France même, à l'intérieur d'une branche, et dont le système, bien sûr, consiste à tirer tout le monde vers le bas. Ça sera pareil pour les congés payés, ça sera pareil pour tous les autres droits qui seront énumérés les uns après les autres. Et puis après, vous avez des bizarreries. Je le dis parce que il y a la possibilité maintenant pour un patron de négocier quand commence la semaine. Vous croyez naïvement que c'est le lundi. Eh ben non, le BHV décide maintenant que c'est le mercredi. Et il a fourni aux organisations syndicales, j'ai le document à votre disposition, un document pour que le mercredi débute ainsi, 1, 2, 3, 4, 5, le dimanche est le 5e jour, il est plus majoré. Le repos compensateur qui n'est pas prévu à être payé dans le texte de loi, il est prévu un repos compensateur, mais pas qu'il soit payé, bah vous aurez lundi, mardi, il ne dépense pas un flèche pour pouvoir faire travailler tout le monde le dimanche. Donc c'est la négociation qui permet ça. Et alors après, on dit les circonstances exceptionnelles pour travailler jusqu'à 60 heures. Alors là, c'est une vieille chose, parce que ça existait déjà. Moi, je me rappelle trop, parce que pour moi, circonstances exceptionnelles, quand on demandait l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'était au moins sauvetage en mer et incendie de forêt. Bon. Mais mon patron, un jour, mon patron à moi, pardon, mon directeur départemental du travail, il n'y en a plus maintenant, c'est les directeurs des entreprises. Mon directeur départemental du travail, en 2003, m'avait posé un problème de conscience, parce qu'il m'avait dit, si, on autorise les circonstances exceptionnelles pour les graveurs sur marbre. Alors moi, j'avais dit non, enfin, vous comprenez, c'était après la canicule. Donc il y avait 15 000 tombes à graver. Moi, j'avais dit que les morts pouvaient attendre. Bon. Mais mon patron pensait qu'on devait donner l'autorisation pour que les graveurs sur marbre travaillent 60 heures. Alors, comme il avait plus de pouvoir que moi, c'est lui qui l'avait emporté. Mais, ce qui est discuté là, ce que je vous raconte entre un inspecteur et un directeur, qu'est-ce que ça va être? Quand c'est un petit patron qui va recevoir 300 blousons pour après-demain, et qui va vous dire, excusez-moi, mais il faut négocier tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? On peut fractionner le repos quotidien, et vous ne dormez pas pendant les 2 jours qui viennent, et vous êtes charrette autant que des architectes. Mais c'est comme ça que ça va se passer, pour négocier. Alors il pourra toujours encore, il a encore la nécessité, il l'avait enlevé dans un premier temps, ils avaient la nécessité de consulter l'inspecteur du travail. Ils l'ont remis in extremis. Mais quand même, ça va devenir possible de plus en plus, avec des directeurs du travail, des inspecteurs qui ne sont plus indépendants, ce n'est plus qui suivent toutes les procédures, mais les directeurs d'unité de contrôle, hommes ou femmes. Et donc de cette façon-là, toutes les dérogations vont être possibles, accrues, et même sous des motifs tout à fait étranges. Et ensuite, après, moi, je suis alerté par
Parce que ça, c'est des attaques contre les droits des salariés. Bon, alors le salariat, moi je le dis tout de suite, il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui dans le pays. C'est 93% des actifs. 93% des actifs. Et le salariat, il n'a pas besoin de moins de code, il a besoin de plus de code. On a 500 morts par an par accident du travail mortel. On a 4500 handicapés du travail par an. On a des dizaines de milliers de maladies professionnelles qu'on ne sait même pas calculer parce que nous sommes le pays qui vérifie le moins les maladies professionnelles. Sur les accidents cardiaques et vasculaires, il y en a 250 000 par an en France. Demandez au professeur Grimaldi, il vous dira que la moitié est liée au travail. Et ensuite, après, je ne vais pas vous dire qu'il y a 100 000 morts par l'amiante. Je ne vais pas vous expliquer l'ensemble des conséquences du stress, de l'accroissement des tensions, de la peur, du chômage sur l'état des salariés, mais ils se dégradent. Moi, je ne veux pas moins de code, je veux plus de code. Je ne veux pas moins de contrôle, je veux plus de contrôle. Je ne veux pas moins de sanctions, je veux plus de sanctions. Je n'ai pas confiance dans le patronat parce qu'il non seulement il n'embauche pas, mais il augmente ses marges et ensuite il ne fait rien du côté hygiène, sécurité, conditions de travail. Questions qui sont totalement oubliées de la loi El Khomri, comme s'il y avait un mépris pour tout ce que je viens de décrire. Et donc ça, c'est des attaques contre les droits des salariés. Mais en plus, dans le texte, il y a des attaques contre les droits des non-salariés, ou plutôt pour que le salariat lui-même n'existe plus en tant que tel. Alors c'est le rêve de Jacques Attali qui vous dit « les salariés vont devenir une élite et tous les autres seront des nébuleuses auto-entrepreneurs auxquels on fera appel en les payant à la tâche, à la mission ou au chantier, au lieu de les payer avec un salaire, des conventions collectives, des grilles de métier, des niveaux, des échelons et des qualifications, et au lieu de respecter le contrôle de leurs horaires. » Le jour, on m'a mis dans un débat avec une fille qui dirige Challenge, qui s'appelle Ghislaine au PNMR, une bourge de première. La fille, à la chaîne parlementaire, elle dit « Me rendez-vous compte, monsieur Filoche, les jardiniers du Sénat sont fonctionnaires. » Moi, il m'a fallu un certain temps pour que mes neurones se connectent. Et la fille était en train de me dire que c'était absolument anormal qu'ils ne soient pas des auto-entrepreneurs auxquels on fasse appel pour les feuilles au printemps et les feuilles en automne, et qu'entre-temps, ils se démerdent. Et qui n'avait pas besoin d'avoir un statut, ce qui correspond pleinement à l'esprit de Macron, qui dit « je suis pour une société sans statut ». Ni statut code du travail, ni statut fonction publique. Et donc, par conséquent, la relation qui peut se substituer au contrat de travail devient une relation commerciale. Elle devient une relation ponctuelle, qui échappe alors totalement à tous les droits. Et c'est ça que vous avez avec les fameux voitures tourisme avec chauffeur, dont je raconte toujours mon expérience personnelle, parce qu'au sortir de BFM, je ne serais pas venu de monter dans un VTC, mais le jeune VTC que j'avais, 25 ans, à 23h30, je lui demande combien d'heures il travaille de la journée. Il me dit, ça fait 20 heures aujourd'hui. Et je lui dis, mais combien dans la semaine? Il me dit, 110, 120 heures. Je lui dis, mais vous arrivez à vous en sortir? Il me dit, oui, ma mère m'a cousu de couverture pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis, mais la santé? Il me dit, j'ai un peu un ulcère. Je lui dis, mais la vie? Il me dit, ma copine m'a quitté. Je lui dis, mais alors vous gagnez quand même beaucoup d'argent? Ah, il me dit, ah non, parce que j'ai eu un accident de tôle il y a 3 semaines, et donc j'ai payé 1 600 € pour faire réparer la voiture. Bah, je dis, vous avez demandé à Uber? Bah, il me dit, oui, j'ai demandé par lettre recommandée. Mais ils m'ont dit que c'était mon problème, que ça ne les regardait pas, puisque Uber commande la course, et que c'est le chauffeur qui, dans une relation commerciale, paye les 25% sur la course qui lui a été commandée, et qu'il n'y a pas d'autre rapport et pas de bulletin de paye. Donc Hubert lui dit ça, je dis mais vous avez insisté? Il me dit oui, j'ai fait 2 lettres recommandées, mais ils m'ont menacé de ne plus me donner de course si j'insistais. Ben, je dis mais alors, vous payez quand même quelques cotisations sociales? Et le gars il me dit ah ben non, pas en ce moment. Ben, je dis vos retraites, votre maladie? Ben, il me dit non, je rembourse mes 1 600 € pour l'accident de tôle que j'ai eu. Ben, je dis vous restez combien à la fin du mois? Il me dit oh ce mois-là, 1000, 1200 pour 120 heures par semaine, sans contrat de travail. Sans aucune garantie, assurance, ancienneté, maladie, rien. Donc là, vous avez l'indépendant qu'ils essaient de substituer aux salariés. Sauf que, dans l'histoire de France, heureusement pour nous, les indépendants, ils étaient 45% en 1945, ils ne sont plus que 7%. Les salariés, ils étaient 55% en 1945, ils sont 93%. Alors quand vous lisez le Figaro, les Échos, ou l'Opinion, qui est pas mal, tous les jours, il y a la fin du salariat, point d'interrogation. Alors je vous rassure, ils n'y arriveront pas. C'est à contre-courant. Même en Californie, Uber est condamné.
Même en Californie, les sous-traitants de McDonald's sont alignés sur la maison mère de McDonald's. Il n'y a qu'ici qu'on a Macron, Valls, etc., qui essayent à contre-courant du monde entier de nous ramener au Bangladesh. Mais franchement, comment faire du point de vue de nous ramener, oui, de 93, 92, 91%, ils peuvent faire baisser un peu le salariat. Mais l'Organisation internationale du travail fait remarquer que sur la planète entière, c'est le salariat qui gagne. Parce qu'on a 1 milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années au détriment de l'économie informelle, tout pays confondu. Le capitalisme ne peut pas fonctionner sans salariat. Quand il vous intoxique et nous intoxique sur la précarité, il faut quand même garder les yeux ouverts. En France, on a 85% des contrats qui sont des CDI. Ah oui, mais 85% des jeunes sont embauchés en CDD. Oui, mais en flux, pas en stock. Parce qu'entre 29 ans et 54 ans, 95% en France des contrats sont des CDI. Ils ont besoin de nous intoxiquer, nous CDI, pour dire vous en avez de la chance. Parce qu'il y en a les autres qui ne le ont pas. Mais enfin, le pourcentage de CDD, de CDI, de précaires est trop énorme. Il a doublé dans les 20 dernières années, mais il n'est encore que de 15 à 18%. Permettez-moi l'expression, il n'est encore que. Le contrat, le CDI est la norme. Alors quand ils veulent l'attaquer dans le titre de projet de loi, dont je signale qu'il est soi-disant pour nous protéger de la précarité pour les actifs. Le mot actif est fait là pour mélanger l'indépendant et le salarié, sur le même plan. Hein. Mais nous protéger de la précarité, c'est en fait pour l'augmenter. C'est-à-dire attaquer, saper l'idée que le CDI est majoritaire. Et nous disons, vous allez faire 3 métiers dans votre vie. C'est même pas vrai. Le CDI s'allonge depuis 30 ans. On reste plus longtemps dans les boîtes. Il est passé de 9 ans et demi en moyenne à 11 ans et demi en moyenne. Parce que ce qui marche dans une économie, c'est les salariés stables, bien formés, bien payés, bien traités. Les flexibles, ça ne marche pas. Ça produit moins, ce n'est pas leur faute. Les flexibles, ça a moins d'intérêt dans les sociétés, dans les entreprises. Il faut des gens stables, qualifiés, polyvalents pour que ça marche. On me dirait pourquoi ce que je décris est si contraire à ce qu'on vous dit tous les matins dans les radios. Parce que tout ce qu'on dit tous les matins dans les radios, c'est de la propagande. C'est pour vous faire croire qu'effectivement, vous avez la tête sur le bio du CDD. Alors que le CDI reste majoritaire, est nécessaire et s'allonge. Alexis Tsipras n'a pas été mal l'autre jour, quand il est venu à Paris, et qu'il a dit la loi El Khomri, c'est vouloir proposer le Bangladesh à la France. Mais c'est ça. Mais ils le font avec... C'est toute l'intoxication sur la mondialisation, sur etc., etc., etc. Alors que nous avons ici tous les moyens pour pouvoir avoir un bon code de travail, pour pouvoir avoir de bons boulots, pour pouvoir avoir de bons salaires, pour pouvoir avoir de bonnes protections. Et pour ça, il faut un bon code. Il faut le renforcer, pas l'affaiblir. Il n'est pas assez gros. Il faut avoir plus de détails dedans. Il faut mettre encore plus de défense pour les échafaudages. Il faut encore mettre plus de contrôle pour les heures supplémentaires. Moi, je suis pour que les heures supplémentaires, elles soient majorées dès la première heure, de façon à ce qu'elles soient plus coûteuses que l'embauche. C'est-à-dire, elles sont à 25. Si vous me donnez le pouvoir, je les mets à 50. Immédiatement, de façon à ce que... et je fais qu'on soit contrôlé. Parce que probablement en France, aujourd'hui, il y a 1 milliard d'heures supplémentaires. Je peux vous expliquer en gros pourquoi. Non payées, non majorées, non déclarées. C'est l'équivalent de 600 000 emplois. Donc le vrai recherche pour faire de l'emploi, c'est pas moins de droits, c'est plus de droits. C'est pas moins de contrôle, c'est plus de contrôle. C'est la règle qui crée l'emploi. C'est le droit du travail qui crée du droit au travail. C'est une société organisée qui permet de diminuer la durée du travail. On dit ah non, il ne peut pas y avoir de partage du travail, ils disent la droite et puis Valls et compagnie. Mais le travail est toujours partagé. Toujours, dans toute société. Toute société. Et il y a 2 façons de le partager. Sauvagement, à la Mad Max. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. 6 millions de chômeurs et 6 millions de personnes qui travaillent 45, 50 heures ou 60 heures. Ça, c'est une forme de partage du travail. Et nous, ce que nous voulons, c'est une forme de partage du travail civilisé. Le Code du travail, c'est l'indice du développement d'une civilisation. Aujourd'hui, c'est le texte le moins enseigné, le plus dénigré, le plus fraudé.
Mais dans une société civilisée, on vise à ce qu'il soit contrôlé, à ce qu'il y ait des inspecteurs du travail, à ce qu'il y ait des droits syndicaux à l'intérieur de l'entreprise pour cela, à ce qu'il y ait même des possibilités de droit de veto pour les comités d'entreprise et les délégués du personnel, à ce qu'il y ait un quota maxima de précaires, CDD et tout, pas plus de 5% par entreprise, à ce qu'il y ait une possibilité de contrôler très bien les 32 heures vers lesquelles nous devrions aller avec 6 millions de chômeurs et que les 32 heures elles soient en 4 jours, comme ça c'est plus facile à contrôler pour les inspecteurs. Et le dimanche sera collé avec un jour de repos, soit le lundi, soit le samedi. C'est vers cette société-là que la France, qui est si riche, doit aller, et non pas vers celle catastrophique, Bangladesh, vers lequel El Khomri et Macron, qui se croient modernes, et Valls veulent nous entraîner. Merci. Alors, Juste une petite question pour revenir sur un thème qui a été abordé. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Avant de passer dans 3 minutes la parole à la salle. Le dumping, ce dumping social qui veut être organisé par ce projet de loi, il va percuter nécessairement, vous l'avez évoqué, il va percuter la vie même des PME. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de mettre en place, donc là c'est pas vraiment le point de vue salarial direct, mais de mettre en place un dispositif qui permettrait, dans le cas par exemple d'une ouverture future d'une frontière à un nouvel espace de commerce libéralisé, de faire pénétrer le marché français, le système productif français, par des entreprises qui auront les moyens de procéder à des concentrations massives et à détruire la PME française. En France, il y a déjà des concentrations massives. Parce que vous avez 1000 entreprises, 1000, qui font 50% du produit intérieur brut. Parce que si on n'a pas dans la tête le paysage, la photo des entreprises, on ne voit pas bien après à quoi ça s'applique tout ça. Quand Valls crie « Vive l'entreprise », il faut avoir de l'air entre les deux oreilles pour crier ça. C'est comme si vous criez « Vive les poissons ». Il y a des requins et des sardines. Vous avez 1000 entreprises qui décident de tout, et 1 million d'entreprises de moins de 10 qui décident de rien. Et le million d'entreprises de moins de 10 qui les gêne, ce n'est pas le coût du travail. C'est que le boulanger, c'est le prix de la farine qui vient de l'agroalimentaire ou le prix du pétrin qui vient de la métallurgie. Il croit parfois que c'est à cause de sa petite apprentie qui ne bosse pas assez, mais la vérité, ce qui lui coûte le plus cher, c'est le pétrin et c'est la farine. Parce que sinon, voilà. Et donc les petites entreprises sont totalement subordonnées, elles aussi. Et ça descend, comment dire, 80% des PME, PMI ou ETI sont sous-traitantes. Et 50% d'entre elles n'ont qu'un sous-traitant. Ce qui fait qu'en vérité, l'organisation de la pyramide des entreprises en France, elle touche totalement le milieu. Quand vous donnez un crédit impôt compétitivité aux PME, ça remonte. Dans le marché suivant, ils disent « t'as reçu de l'argent de l'État, je reprends ». Macron, il fait semblant de dire que la société ruisselle. C'est-à-dire si on donne l'argent en haut, ça finit par redescendre. Vous êtes comme la pyramide des verres de champagne que vous mettez, puis à la fin, en bas, vous avez une petite goutte dans votre verre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça ruisselle pas, ça siphonne. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. C'est des shadocks en haut. Et donc, la vérité, c'est que pour pomper, ils ont besoin de moins de règles possibles. Il faut lever tous les obstacles. Il faut lever tous les trucs de comité d'entreprise, de délégués du personnel, de tout ça. Et c'est pour ça que pour eux, souvent, l'entreprise small is beautiful. La start-up est l'idéal, surtout si elle est moins de 10. Mais au fur et à mesure, on est bien obligé de se rendre compte que les 1000 entreprises font travailler autant de salariés que le million d'entreprises de moins de 10. Et à partir de ce moment-là, on a tous les clés en main pour comprendre comment ça se passe. Parce qu'il faut de la règle pour protéger les petites. Moi, je dirais par exemple qu'il faut introduire des lois essentielles, fondamentales sur la question de la sous-traitance. Parce que si vous dites que le donneur d'ordre est responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, pénalement, financièrement, économiquement, juridiquement, alors c'est Bouygues qui va en tôle quand on trouve un clandestin sur un de ses chantiers. Tandis que maintenant, il fait venir des clandestins sous le titre de travailleurs détachés, il ne les paye même pas au même titre que les travailleurs français sur notre propre sol, il fait ses marges énormes et c'est même pas lui. C'est les sous-traitants de deuxième rang, les sous-traitants de premier rang, la boîte d'intérim, etc., qui est interface. Donc, vous réglez ça, vous réglez aussi, vous dites que toute entreprise utilisatrice, intervenante, doit être alignée en termes de convention collective sur l'entreprise utilisatrice.
Parce qu'à ce moment-là, la main-d'œuvre, ce n'est plus une spéculation sur la main-d'œuvre, la sous-traitance. Ça devient ce qu'était la sous-traitance à l'origine. C'est-à-dire une capacité technologique d'une entreprise qui apporte quelque chose que l'autre entreprise ne sait pas faire. Ça, c'était l'origine de la sous-traitance. Mais maintenant, ce n'est pas devenu ça du tout. C'est une sous-traitance de main-d'œuvre pour échapper aux effectifs, pour échapper au contrôle, pour échapper aux lois. Et donc, il faut réguler cette sous-traitance. C'est fondamental pour pouvoir avancer. Et la troisième chose, c'est de faire une loi qui permette de reconnaître les unités économiques et sociales, au lieu de les éclater, comme ils viennent de faire, en disant que c'est au niveau du périmètre de la société française qu'on juge tout. Alors là, c'est terrible quand Valls se moque de nous, mais moi j'en étais comme tout le monde, tous ceux qui, quand il dit, attendez, que tu vas dans une multinationale, il va y avoir un plan social et des licenciements, on va nommer un juge qui va pouvoir regarder si la multinationale n'a pas triché. Enfin, le pauvre juge. J'imagine le temps qu'il va mettre, d'autant que ça ne servira à rien, puisqu'entre-temps, les salariés auront été licenciés. Et la question se réglait le 17 décembre dernier, quand au Parlement, le groupe parlementaire socialiste, enhardi en une nuit, avait dit on va exiger la transparence des budgets de toutes les multinationales françaises. Il y en a 58. Immédiatement, Christian Eckert est arrivé, ministre du budget, il a dit arrêtez, ne faites pas ça, annulez votre amendement. Mais si on veut de la transparence, c'est comme ça. Si on veut véritablement lutter contre les licenciements abusifs, c'est comme ça. Alors, un petit mot aussi. Moi, je suis pour le contrôle administratif sur les licenciements. Je suis resté pour le contrôle de l'inspection du travail. Je ne dis pas du directeur, mais de l'inspection du travail. Je reviens de 2 imprimeries. Enfin, il y en a une, c'est d'une papeterie, c'est à Decelles. La plus belle machine, elle fait 200 mètres de long, que j'avais jamais vue de ma vie. Il paraît que c'est la plus belle d'Europe. 171 salariés. Le financier finlandais, pour des raisons inconnues, a décidé de la fermer et de faire la même chose en Malaisie. Bon, s'il y avait un contrôle administratif sur les licenciements, parce que cette histoire-là remonte à janvier 2015, s'il y avait un contrôle administratif, on dit non, vous n'avez pas le droit de licencier. Vous faites de l'argent, vous avez des bénéfices, la machine est belle, les produits s'écoulent, etc. Votre humeur de financier finlandais, on s'en fout. Le gars, il est obligé de se plier, et personne ne nous interdira nulle part en Europe de le faire, au fait qu'on ne lui permet pas de licencier. Donc il faut qu'il paye les salaires. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais il négocie. Et là, les salariés ont essayé de faire une scope. Au début, le financier a dit « Oh, je m'en fous, prenez là la machine pour 1 euro ». Mais c'est quand même ravisé. Quand la scope a été finalisée, il a dit « Non, c'est 12 millions d'euros ». Donc ils n'ont pas pu le faire. Donc les procédures juridiques sont allées jusqu'à terme. La semaine dernière, tout est fermé, tout est bouclé. Ils vont arriver, ils vont démonter la machine, elle va passer à la casse, etc. Non seulement l'emploi, la machine, la technicité, toutes nos industries partent comme ça. Et si vous dites non, il faut l'autorisation de l'inspection du travail, là, ça fait 18 mois qu'il doit payer les 171 salariés, il nous la donne pour 1 euro, la machine. Je vous jure que oui. Et la même chose à Vizerme, là c'était Arjo Weaving, 450 salariés, même problème, une immense papeterie, imprimerie, et elle est fermée depuis juin de l'année dernière. Il l'occupe depuis juin de l'année dernière. Macron dit je ne peux rien faire, on est en plein libéralisme, n'est-ce pas? Ce sont les financiers qui décident. Et quand les financiers décident, eh ben, ils vont décider bientôt de la fermer. Pour l'instant, les salariés sont barricadés dans leur usine, ils ont tout fermé les portes, ils ont tout soudé pour empêcher qu'on emmène le matériel. Mais c'est le même problème. Si vous dites vous n'avez pas le droit de licencier, c'est-à-dire si vous contrôlez les licenciements, au lieu de les faciliter, eh bien vous gardez l'entreprise et vous pouvez la relancer sous une autre forme. Donc en vérité, quand vous facilitez les licenciements, à quoi ça sert? À faciliter les licenciements. À rien d'autre. Et donc la vérité qu'il faut faire, c'est le contraire exact d'El Khomri, de Valls, de Macron et d'Hollande. Il faut contrôler les licenciements. Il faut que l'État, la puissance publique se donne les moyens de le faire. Et c'est le seul moyen de chantage qu'on ait, parce que sinon le Conseil constitutionnel va nous redire, comme dans l'arrêt, ne paralysez pas la liberté d'entreprendre. On ne paralyse pas la liberté d'entreprendre, on les empêche seulement de ne plus entreprendre. On les empêche seulement de licencier. Exactement la voie adverse de celle qu'il y a. Et c'est ça qui s'appelle protéger les humains de l'entreprise et non pas soumettre les humains au fonctionnement de l'entreprise. C'est ça qui s'appelle un espoir social, une possibilité de reconstruire l'économie, l'industrie, etc. Et non pas de se plier aux desiderata des patrons et d'enlever toutes les règles pour qu'ils siphonnent. Merci.